la personne qui est dans un rapport dans une situation de maladie, de trouble, qui a décroché, qui n'a pas fait attention à certaines choses, qui a laissé les choses se dégrader, se détériorer, s'abîmer, etc. Alors ça, effectivement, donc on est vraiment aux deux extrêmes. On n'est plus du tout dans la sublimité. On est ce que j'appelle dans une espèce de dégradation qui est même pas qui est en dessous de la moyenne. Là, on est en train de parler de gens qui sont au-dessus de la moyenne. Là, c'est en dessous de la moyenne. Alors, effectivement, le thème astral ou autre chose va servir à comprendre, par exemple, quelle est la maladie de la personne, qu'est-ce qui s'est passé. Vous savez qu'en astrologie, il y a une astrologie médicale, enfin bon, etc. Donc effectivement, le thème astral va servir à aider les personnes qui sont dans une situation de maladie ou de mal, qui ont fait le mal ou qui sont dans le mal. Mais cette astrologie-là, c'est une astrologie qui va plutôt permettre, alors cette fois-ci, qui n'est plus l'astrologie qui implique que le consultant ait des pouvoirs, mais c'est plutôt le professionnel qui a des pouvoirs, voyez-vous. C'est-à-dire qu'il y a un renversement des rôles. Dans le premier cas, c'est le client qui a un pouvoir que n'a pas le professionnel, c'est-à-dire qu'il capte des choses que le professionnel ne capte pas du tout. Et dans l'autre cas, dans cette deuxième catégorie, la personne est dans une situation extrêmement pénible, et elle va demander au professionnel véritablement d'y comprendre quelque chose. Donc, dans un cas, si on prend A et B, dans le cas A, c'est le professionnel, B, c'est le client. Dans un cas, c'est le client qui est porteur d'un pouvoir particulier, le professionnel qui est simplement là pour comprendre cela. Dans l'autre cas, c'est le client qui a un problème et le professionnel a des capacités plus ou moins parapsychologiques pour pouvoir aider son client. Je vous attendais, là tout à l'heure, comme vous avez spécifié que le rôle, naturellement des astres, intervient à la naissance, mais moi je dis le contraire, je dis pas le contraire, je raconte ça. Moi, le rôle des astres intervient à la conception. Ça, Pourquoi pas? Sûr. Pourquoi pas? C'est sûr, le moment de la conception ne change pas la date de naissance. La naissance peut changer selon les humeurs de l'accoucheur, oui. Qui veut faire une césarienne ou pas, qui provoque un fortement, mais le moment de la conception, où le spermatozoïde va rencontrer l'ovule, oui. et toute cette mitose qui va y avoir lieu, qui sont, alors à ce moment-là, très sensibles à l'émanation des astres. Parce que c'est connu quand même, démontré, que la conjonction des astres émet des rayons spécifiques à chaque période de l'année. Et je crois que c'est à ce moment de la conception que ces émanations, je ne sais pas, je n'ai pas posé le problème comme tel, mais ça m'a assez convaincu que oui, le moment de la conception est un. Bon, quand l'ovule rencontre le spermatozoïde, et les choses qui le s'ensuivent. Et c'est à ce moment-là aussi, justement, que la division des cellules et aussi la formation des chromosomes est sensible aux rayons des astres. Oui. C'est le côté scientifique que j'essaye. C'est une tentative. Je ne suis sur je vous fais pas une. Moi, je crois plutôt à une dimension génétique, voyez-vous, personnellement. Je pense que ça n'est pas en contradiction, mais je pense qu'effectivement. Allô? Oui? Ouais. Donc, effectivement, moi je vous disais que la génétique, oui, nous dépendons d'une certaine génétique qui fait qu'effectivement. La génétique est sensible dans cette division à des émanations des astres. Qu'on le veuille ou non, il y a quand même cette influence. Ah oui, voilà. Non, pas ce texte-là, mais oui, mais effectivement. C'est vrai qu'elle est décédée, elle n'était pas très jeune. J'étais 86 ans. Moi, je la connaissais. Oui, moi je l'ai vu aussi à Jérusalem, oui.
Donc, effectivement, oui. Donc là, nous abordons, nous faisons une petite parenthèse concernant la. Alors, vous disiez vous-même que vous étiez, vous alliez à la synagogue, alors. Ah oui, je vais à la synagogue. Oui. Je suis le vendredi soir et puis le samedi, Oui. c'est la chose. Et j'ai rencontré un monsieur très intéressant là-bas, qui est monsieur Zis Joseph, Oui. directeur de l'école normale supérieure de Cachan. Oui. Et depuis, on a gardé de relations très très soutenues. Très très soutenues. Alors, qu'est-ce que vous pensez donc de. C'est-à-dire, c'est pas la de première la fois, parce judaïque. que j'ai été 4 fois en Israël. Oui. Vous connaissez l'hébreu maintenant un peu plus, Bon, donc. j'avais appris, elle a essayé de m'apprendre, mais je Oui. ne dirais pas la tête. Alors, pouvez-vous nous dire un petit peu ce que représente Et pour moi, la question juive pour un Togolais? non, pour un Africain, Oui. nous rejoignons. C'est là où, justement, j'allais vous reprendre aussi. Oui. Et vous avez bien fait de le ramener. Que le juif a été trop préoccupé par le vertical et par l'horizontal. Non, c'est pas vrai. Parce que, qu'est-ce que je retrouve chez les juifs et qui est un peu similaire à ce que nous vivons en Afrique? C'est justement, nous vivons en Afrique cette famille élargie, le sens de la famille, le sens de la relation, qui font que nous sommes toujours... vous avez eu à Lomé un de vos ambassadeurs, Joël, comment il s'appelle, qui était très intime avec moi, et qui me dit, mais vous savez, on a quelque chose en commun. C'est la famille élargie, on a le sens de la famille. Oui. Chez vous, les juifs, il y a aussi le sens de la famille, Oui. très soutenu, très très soutenu, qui fait que, je crois que c'est quand même en cela que j'ai été très impressionné quand je suis passé en Israël, que j'habitais chez Amadou Levi Valenci, c'est son cousin qui venait nous amener promener en voiture, son cousin qui était un ancien général de l'armée française, et qui était à la retraite reparti à Jérusalem, et qui nous amenait nous promener en Israël, on est allé à la mer Hermont, on était à Jéricho et partout, et avec Eliane, on était souvent à célébrer le Shabbat. Et j'ai été déjà à une célébration du vendredi soir dans la grande synagogue de Jérusalem. Je peux vous montrer là maintenant, même, j'étais 4 fois à Jérusalem. Oui. 4 fois. Oui, Et une fois, j'ai donné des conférences à l'université de Bar-Ilan. Oui. Dans le département d'Eliane, justement. Et je suis toujours très fier de vous montrer cela, de montrer cette affiche qui a distribué un peu partout pour ma conférence. Ah, voilà, c'est tombé tout juste dessus. Jérusalem. Vous voyez, c'est qui? Messalvi Johnson, donc oui, c'est ça. Elle y tenait parce que quand il y a Raymond Johnson, bon, on dirait un américain ou un anglais, il m'avait dit non. C'était donc il y a près de 30 ans, hein. Oh ben oui, c'est pas hier. 82, c'était il y a Ça fait la deuxième 28 fois. ans, oui. La deuxième fois, parce qu'il y en a un autre. Si je peux vous transmettre le compte rendu de ma conférence, c'est tel qu'il a écrit. Et je peux vous laisser ça là, si vous voulez. Vous en avez une photocopie? Oh oui, j'en ai. Si, j'ai même une conférence que j'ai donnée à Jérusalem même. Ça, c'était à Tel Aviv. La deuxième fois, c'était à Jérusalem. Oui, Bar-Ilan, c'est plutôt Tel Aviv, oui. C'est la banlieue. C'est au bord de la mer, Bar-Ilan, l'université de Bar-Ilan. Alors, ça peut vous dire un peu que j'ai beaucoup apprécié chez les Juifs. Et c'est la question, ils m'ont posé des questions, naturellement, quand j'ai fait ma conférence. Et l'une des questions, comment voyez-vous notre pays? Je dis, mais je vis votre pays comme un pays d'inspiration religieuse. Je ne veux pas dire qu'elle soit religieuse, que c'est un pays religieux, non, un pays d'inspiration religieuse, mais vous avez un principe et qui a servi à votre évolution. Ce principe, cette injonction religieuse qui veut que tu cherches à ton Dieu, tu ne le trouveras pas, mais le fait de le chercher est méritoire. Et dans cette recherche, que vous avez transposée au niveau profane, ça fait que ce sont les Juifs qui sont à la tête de la majeure partie des découvertes et des inventions dans le monde. Parce que
cette injonction développée dans l'homme ce qu'il a d'important et d'essentiel qui aurait ainsi à dire son intelligence, que les animaux n'ont pas. De se comprendre lui-même, de me poser des questions sur lui-même, qui fait qu'il peut évoluer beaucoup plus qu'il peut évoluer qu'il le détache des animaux. Mais si on revient par exemple à la société africaine, et aujourd'hui on voit bien quand même qu'il y a ce qu'on appelle des hommes forts, des personnages dominants. Absolument. Donc on a bien cette dualité entre le leader, le chef et le peuple. Et le peuple, le leader, ne se désigne pas toujours par la filiation. Ça se distingue aussi par son comportement, la façon dont il reçoit les autres. Et aucune société, aucune aussi, il y a beaucoup de sociétés, mais des sociétés qui font que on valorise la personne par sa capacité d'être en relation avec les autres. Et on peut avoir beaucoup d'argent, on peut avoir tout ce qu'on veut, mais si on n'a pas cette propension à réunir les autres. Oui, voilà, à rassembler, à réunir. Oui, c'est ce qui fait le chef, ça. Malheureusement, de l'Occident est venu nous dire, vous allez maintenant faire, faire de la démocratie. Voilà, c'est ça. Et n'importe qui peut devenir n'importe quoi. Ce qui était si j'ai sorti ce livre, je l'ai sorti exprès parce que vous ne le connaissez certainement pas. Et vous allez voir, la première citation, c'est le 4 février. Regardez le 4 février, ce que vous pouvez. Oui, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas sacré? Raymond Johnson. Donc, vous avez fait partie des gens qu'on cite dans cet ouvrage. Non. C'est non seulement cela. C'est que moi-même j'ai été étonné que ces gens puissent trouver dans ce petit livre que j'ai fait 19 citations. 19 citations. Tenez-vous pour profiter de ça. C'est assez agréable de savoir ça. Enfin, dire que vous voyez bien que vous ne passez pas inaperçu, que les gens sont capables de... Est-ce que ça vous intéresse? Oui, bien sûr, ça m'intéresse. L'image du corps. D'ailleurs, j'aurais beaucoup de choses à dire à ce sujet. Oui, je sais pas si ça n'est pas peut-être dans le domaine de notre... Mais enfin, on pourrait parler effectivement aussi de l'alimentation, par exemple, des choses comme ça. Alors, ce petit livre, où est-ce que je l'ai ici, je crois. Ils ont pioché dans ce livre. De petits livres insignifiants pour moi-même que j'ai fait. Et voilà, ce n'est plus en chose maintenant, ce n'est plus en Propos sur les mères et pères d'Afrique. Donc il a été réutilisé dans cet ouvrage c'est de cet ouvrage qu'ils ont tiré 19 citations pour ce livre. Et vous l'avez su comment, ça C'est une nièce à moi qui regardait sur un stand de livres pour Noël et qui a vu ce livre. Il a dit, mais tonton, est-ce que tu sais qu'il y a un livre qui t'a cité? Et est-ce qu'on te l'a dit? J'ai dit, non, on m'a pas dit. Mais tu me connais à la martinière. Pour leur dire, ouais, comment ça se passe, ça s'appliquait. Mais est-ce qu'on cite votre ouvrage à la fin? Et comment? On le cite correctement, donc. Oh là là, tenez. D'abord, il y a la biographie de tous ceux qui parlent dedans. Voilà, moi je suis là. Vous voyez? Et pour le lire, il faut une clé. Pour lire ce livre, il y a une clé, c'est la clé, la voici. Ah voilà, vous voyez? Les 19 citations sont là. Les différentes dates auxquelles il y a les citations, les différentes citations sont là. Et ils ont sorti des citations que moi-même, par exemple, qu'est-ce qui n'est pas sacré? Moi, quand je l'ai dit, je le vois un peu, mais après, quand les autres me le citent, je dis, mais oui, au fait, qu'est-ce qui n'est pas sacré? Je me pose la question. Et c'est on dit répondre un peu, je suis bon. Oui, qu'est-ce qui n'est pas sacré? Écoutez, moi, je pense qu'effectivement, moi j'ai une conception assez limitative du sacré, donc effectivement,
D'abord, vous savez, dans le judaïsme, il y a une définition du sacré qui est assez étonnante, Oui, c'est-à-dire. qui est que ce qui est sacré, c'est justement ce qui est interdit. C'est-à-dire que dans la religion juive, certains actes qui étaient permis dans le temple sont interdits en dehors du temple. Donc, il y a des choses qui sont permises à certains et interdites à d'autres. Donc le sacré n'est pas fait pour être universel. Le sacré, c'est justement, par exemple, de savoir que la personne n'a pas le droit d'accéder à cet espace-là, que c'est un espace qu'elle n'a pas le droit de faire certains actes qui sont réservés Certaines paroles. Oui, même par exemple le cas de la prononciation. On aurait le droit normalement de prononcer le nom de Dieu que dans le Saint des Saints du Temple, voyez-vous. Donc il n'y avait que le grand prêtre qui aurait eu le droit de prononcer le tétragramme. Alors on est vraiment dans l'extrême du sacré, puisqu'effectivement, ce sont des actes qui sont réservés, c'est le mot kadosh qui veut dire sacré, comme vous savez probablement, et kadosh ça veut dire aussi séparé, c'est-à-dire quelque chose qui est... donc un sacrilège, c'est quelqu'un qui fait une chose qu'il n'a pas le droit de faire, mais que d'autres personnes peut-être auraient le droit de faire. Par exemple, si on prend l'exemple d'une femme qui embrasse un homme, elle a le droit de le faire si elle est mariée avec lui, donc, et si elle ne l'est pas, ça ne va pas. Donc, Moi, je ne vais pas même dans ce sens-là, au sacré, maintenant depuis qu'ils ont sorti cela, parce que cela m'a montré comment les gens m'entendent, m'écoutent. Alors, le sacré, je le définis comme ce qui je le fais pour plutôt un négatif. Ce à quoi on ne peut pas toucher sans démolir l'homme. C'est sacré. Oui. Et qu'est-ce qui, autour de l'homme maintenant, avec lequel on peut faire du n'importe quoi, ça n'existe pas. En commençant par sa parole, son regard, toute la relation qu'on a avec lui, tout le respect qu'on a ici. Et là, ils ont aussi sorti quelque chose que... Tout respect que nous portons à l'autre rejaillit sur nous-mêmes. Tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, et vous le savez aussi bien que moi, c'est la loi de cause à l'effet des bouddhistes peut-être, même si on peut aussi quelque part. Tout ce que vous posez comme acte, vous avez la récompense et la punition, selon la justice divine, pas la justice des hommes. Il ne faut pas confondre. La justice des hommes qui est entachée de toute perfection, la justice divine qui a toute la perfection de Dieu. Et qui a son temps. Le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Quand vous aurez la récompense, oui. il saura vous le dispenser, ou la punition saura vous le dispenser. Donc effectivement, pour moi, l'astrologie doit redevenir sacrée, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être galvaudée. Voilà. Parce qu'elle sert à quelque chose dans l'économie de l'homme. Oui. Elle sert à le redresser là où ça fait mal. Parce qu'il ne viendra pas à l'astrologie si ça ne faisait pas mal. Celui qui est bien, équilibré dans sa tête. Car, là encore, c'est le médecin qui parle, la santé. C'est d'abord l'harmonie avec soi-même pour être l'harmonie avec les autres. C'est quand il y a rupture de cette harmonie qu'il y a maladie. Intérieure ou extérieure. Physique ou mentale. C'est la rupture donc de cette harmonie qui devient maladie. Oui. À l'intérieur de nous-mêmes d'abord, ou à l'extérieur, d'abord, mais les deux vont ensemble. Hein. Personne ne peut dire qu'il est bien dans sa tête et qu'il ne soit pas bien avec les autres. C'est quand il n'est pas bien avec les autres, il faut savoir aussi qu'il n'est pas bien dans sa tête. C'est rare, le contraire. Mais moi je trouve que beaucoup de gens manquent d'humilité, voyez-vous, monsieur Johnson. Je pense que beaucoup trop de gens se croient vraiment beaucoup plus importants qu'ils ne le sont. Et l'astrologie encourage cet excès, voyez-vous. Elle encourage cet excès, et ça c'est trop regrettable. Beaucoup de gens savent très bien, dans leur fort intérieur, que... il y a des gens qui sont forts parce qu'ils sont seuls, et il y a des gens qui sont forts parce qu'ils sont ensemble.
Il y a la force, par exemple, une foule, elle a une puissance, une foule de gens, elle a une force. Elle a une force qui est quasiment comparable à celle d'un personnage isolé. Qu'est-ce qui peut faire échec à un grand leader, sinon la foule? Quand un peuple entier se révolte, il fait échec, il fait pièce à un leader. Quand ce sont quelques individus isolés, ils ne comptent pas. Il y a des gens qui doivent savoir que leur force n'existe que qu'ils sont multipliés par des millions ou des centaines de milliers. Absolument. Et sinon pas, et donc ils savent très bien que eux-mêmes, en tant qu'individus, ils ne comptent pas. Alors qu'en revanche, le chef, lui, tout dépend de lui-même. C'est son potentiel qui compte. Ça ne dépend pas de lui-même, ça dépend des autres, l'image. Non, ça dépend autres. Ça dépend essentiellement. Alors on n'est pas d'accord avec eux. Ça dépend justement du ciel. Les facultés qu'ont les grands créateurs ou les grands leaders sont des facultés qui font qu'à certains moments de leur vie, parce que l'astrologie c'est quelque chose de cyclique, donc l'astrologie ne dit pas que quelqu'un est en permanence en possession de son potentiel. Oh oui, ça je suis tout à fait d'accord. Donc il y a des moments où les gens sont portés par le cosmos et un leader, il doit attendre ces moments-là, qui vont lui donner une force d'entraînement, une force d'influence, une autorité sur les autres, bien entendu. Bien sûr qu'un leader va mesurer sa puissance à l'aune de l'impact qu'il a autour de lui. Absolument. Mais, bien évidemment. Et comme vous disiez tout à l'heure, le leader est quelqu'un qui doit beaucoup bouger, qui doit se déplacer, qui doit rencontrer beaucoup de monde. Je reviens à la médecine un tout petit peu du thérapeute, ça ne nous éloigne pas de l'astrologie. Et mon maître Lacan disait que le soignant malade, je soigne Alban de sa maux de tête, de sa diarrhée. Si Alban vient à moi pour me demander de le soigner, c'est lui, Alban, qui me donne le pouvoir de le soigner. Oui. En supposant que je sais. C'est là qu'il dit que... Supposer savoir. Supposer savoir. Qui donne un certain pouvoir. Le supposé savoir du consultant, oui, donne le pouvoir au médecin. Et quand le médecin, quand le malade ne confère pas ce pouvoir à son thérapeute, lui ne peut rien faire. Oui. Autant mental que physique. Oui. Mais s'il lui confie, tout est possible. La guérison est possible, et qu'est-ce que c'est que la guérison, après tout, dans la maladie? Ça, j'ai fait un devoir pour Lacan, je l'ai quelque part là. Ah, oui. J'ai fait un devoir là-dessus, sur le malade accompagné. Il m'a fait un devoir sur la guérison dans la relation médecin-malade. Qu'est-ce que c'est que la guérison? La guérison, pour moi, c'est réconcilier le malade avec son être, avec sa joie de vivre. Il peut encore avoir la maladie, mais le réconcilier avec la joie de vivre, le réconcilier avec son être, qu'il ne déteste pas sa vie. À partir du moment où la maladie lui fait qu'il déteste cette vie, qui le conduit naturellement à ce que tu connais, au suicide, en me disant oh, je ne suis bon à rien. Le thérapeute, le rôle du thérapeute, c'est de réconcilier le malade avec sa joie de vivre. Et c'est en cela que disparaît la maladie aussi. Avec l'aide des médicaments, naturellement, avec l'aide des techniques, je ne les élimine pas. Je fais la part des choses. Mais la part des choses que je fais, c'est que cette réconciliation du malade avec sa vie, qui est la guérison, vient de ce que le malade confère à son thérapeute un certain pouvoir. Oui, c'est certain. D'ailleurs, tout à l'heure, pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a soit dans une consultation, de toute façon, dans une consultation, pour paraphraser un peu Lacan, soit il y a le supposé savoir du consulté, soit il y a le supposé savoir du consultant. Alors, ou le supposé pouvoir du consultant.
Il y a un savoir par rapport à un pouvoir. C'est-à-dire qu'effectivement, certains consultants ont un pouvoir dont le consulté doit confirmer l'existence, ou bien certains consultés ont un savoir qui va permettre d'aider le consultant. C'est une autre verticalité. La verticalité par rapport au cosmos, d'un côté, et la verticalité par rapport au praticien. Parce que quelque part, le praticien, il se met en quelque sorte en hauteur. C'est le transfert. Il met le praticien au-dessus de lui. Ah non, je ne dis pas que je suis là, je ne suis pas pour. Moi, la différenciation, c'est-à-dire du supérieur ou de l'inférieur, non. Je mets les choses sur la différence. Celui qui a un supposé savoir, celui qui a un supposé savoir, il a quelque part quelque chose qui manque à l'autre. Supposé savoir, oui, naturellement, il a quelque chose qui manque à l'autre. C'est pourquoi il nous confère un certain pouvoir pour qu'il puisse lui venir en aide. Donc, il le met quelque part au-dessus. Au-dessus. Il l'élève. Il lui confère un pouvoir. D'où le problème d'ailleurs du contre-transfert. Qui peut agir sur lui. Il y a ceux qui, en fin de compte, moi je dirais, ironiquement, je dirais qu'il y a ceux qui ont une verticalité authentique par rapport au cosmos, et d'autres qui cherchent cette verticalité à travers, non pas le cosmos, mais à travers quelqu'un qui est censé représenter le cosmos. Voilà. Donc l'astrologue, il n'est pas le cosmos, mais il est censé le représenter. Il a un lieu. Il est à un lieu, un topos. Il est l'image du cosmos. Il est un lieu où il peut canaliser ce que le cosmos peut apporter à l'individu. Oui, mais là, il y a quand même une fiction quelque part. Là. Oui, c'est-à-dire il y a une fiction parce qu'en fin de compte, l'astrologue peut être un astronome qui connaît les planètes, qui peut en faire la carte. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il a le potentiel qui a un rapport avec ces planètes. Il y a une forme de, comment dirais-je, de procuration, et c'est un cosmos par procuration. Ça aussi, c'est un devoir que j'ai fait pour Lacan. Ah oui? Alors, dites-nous quelles ont été vos relations avec Jacques Lacan. J'étais 6 ans sur son divan. Non, parce que vous savez, on ne connaît pas toujours ce que vous faites. J'étais 6 ans sur son divan. Oui, voilà. 6 ans sur son divan, avec des devoirs comme ça. Et vous faisait travailler Il m'a fait faire deux articles. J'ai écrit deux choses sur l'un, malade accompagné, l'autre, la guérison. Deux fois. Ça faisait partie de la thérapie ou c'était Ça faisait partie du contrôle. Oui, puisque contrôle. Moi, j'étais partie faire ça, oui. non pas avec une maladie. Je suis allée voir Lacan, lui disant, écoutez, je voudrais être psychiatre, psychanalyste. Et puis bon, il y a un recevoir, il faut que vous vous soumettez à une analyse. Et bon, je dis d'accord, et qu'est-ce qu'elle me dit, combien vous gagnez? Puis la consultation était 350 francs dans le temps. Je me dis, bon, vous allez me payer 100 francs chaque séance. Et puis c'est que pendant 5 ans, je n'ai payé que ça. 5 ans. C'est correct. Je n'ai payé que 100 francs. Et sur cette chose que j'ai fait avec lui, et c'est pourquoi il m'a donné d'ailleurs une attestation. Je suis l'un des rares auxquels Lacan donné une attestation. Oui. C'est ce que je suis en train de vous chercher, mais je ne peux pas. Il m'a donné une attestation. C'est ce que je suis en train de vous chercher. Oui. Et vous allez voir son écriture. Oui. Vous allez voir son écriture, parce que c'est quelque chose d'impressionnant. Dans sa chose qui est vraiment... Dans son écriture, il y a vraiment une intelligence. Oui, par l'écriture. Dans son écriture, oui, dans son écriture. Et je sais ce que... Voilà, vous allez voir aussi quelque chose que vous aimez beaucoup, vous allez dans son écriture, de tout le courrier que j'ai vu avec elle. Amadou Vanessa. Oui, voilà. Tous ces courriers. Oui, tout ça a été bien conservé. Oui, c'est ça. C'est l'écriture, et je vous assure que j'ai eu vraiment, j'ai contrôlé ça, je me disais, tous mes anniversaires m'écrivaient, on s'écrivait. Oui, c'était une relation privilégiée. Très, très privilégiée, puisque j'ai vécu avec ma femme chez elle 15 jours en Israël.
Oui, J'étais 15 jours chez elle. Et oui, vous avez eu des liens forts avec certaines personnes. très fort avec elle, même avec Lacan. Hein, Oui, oui, c'est ça. Choses qui vont... Bon, si je ne trouve pas la prochaine fois, Oui, bien je sûr. vous le Ouais. donnerai. Oui, vous pouvez me l'envoyer par la poste. Oui. Vous verrez que c'est quelqu'un qui est... Lacan, c'est quelqu'un... il n'est pas toujours ce que les gens pensent. Hein, c'est pas toujours... Je voudrais vous poser un certain nombre de questions sur la question du signal. Parce que quand on pense à Lacan, on pense un peu à la sémiologie, au langage, aux signes qui sont... voyez-vous, pour revenir à l'astrologie, les astres nous envoient des signaux. Mais là aussi, je crois que nous n'avons pas le même point de vue. Parce que, vous allez me dire, l'homme, quand on... Bon, je sais pas, c'est peut-être vous n'êtes pas astrologue, mais vous n'êtes pas historien d'astrologie, mais enfin, malgré tout, vous avez des schémas de pensée qui peuvent vous amener dans une certaine direction ou dans une autre. Il y a deux idées sur la façon dont les astres agissent sur nous. Soit ils agissent d'eux-mêmes, soit ils agissent parce que l'homme leur a choisi parmi les configurations astrales certains signaux et qu'il réagit à ces signaux. Est-ce que, à votre avis, l'astrologie est une construction de l'homme ou est-ce que c'est quelque chose d'universel? Moi, d'entrée, je dirais que c'est quelque chose d'universel. Oui. Parce que l'astrologie ne peut pas avoir un effet différent sur un Africain que sur mais alors c'est là où je vous mets un grand mais. Oui. Ceci ne peut être traduit que dans le contexte culturel. Et quand on dit culture, c'est tout ce qui est dans le fond de l'homme, ce qui s'inscrit dans ses profondeurs, de telle façon que il est sensible, comme chez moi par exemple, on dit que quand il y a la pleine lune, Ah oui. ça se dit quand la lune noire, il y a certaines choses, etc. Quand la première lune apparaît, la nouvelle lune, la nouvelle lune, tout le reste, il y a toutes les croyances qui tournent autour de ça, en fonction du contexte culturel. C'est là aussi où nous venons à ne pas négliger l'entourage. C'est dans la traduction de l'entourage que c'est les jamais, je ne crois pas. Et moi, je ne crois pas qu'à aucun moment l'individu peut se réaliser en dehors de ce contexte dans lequel il peut vivre. Car si ontologiquement, il paraît, je l'ai vu, c'est Levinas qui a dit ça. C'est Levinas qui a dit ça. Je l'ai écrit quelque part. C'est Levinas qui a dit ça. Oui, Emmanuel Levinas. Je l'ai rencontré, et c'est déjà amené Eliane. Oui, bien sûr. Au Canada, on était au Canada ensemble à un congrès, et elle ne voulait pas y aller. Et c'est moi qui l'ai encouragée à y aller. Avec une femme d'ailleurs, elle m'a payé le voyage. Voyage Lomé, Israël, Montréal. Avec ma femme, et on a vécu dans le même hôtel qu'elle, ma femme préparait à manger. Et ma femme a des tricots qu'elle m'a montré que Eliane lui a tissé. Si le sens, il n'y a pas pour moi, c'est ma conviction personnelle, d'individu sans le miroir de l'autre. Tout seul devant son miroir dit j'existe, c'est faux. Parce que la solitude entraîne chez l'individu des actes. La plupart des suicides, c'est quand les gens sont seuls, qu'ils ne sont pas ancrés à l'autre. Qu'il reçoive un coup de fil, il va sur soi la sonnette, de s'autodétruire. Donc, l'autre le tient encore dans sa dimension d'être. Pour moi, je crois que c'est très important de mettre le point juste là. Écoutez, oui. Mais je crois que l'astrologie, on croit que c'est... Bon, moi je ne pense pas du tout que l'astrologie soit universelle. Il y a une astrologie universelle, c'est l'astrologie du soleil, de la lune.
Mais les Égyptiens étaient déjà dans l'astrologie. Oui, ben, c'est Et bien. même dans la Bible, c'est... Oui, mais universelle, universelle, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas existé toujours. La question n'est pas là. La question est de savoir comment elle est apparue. Le fait qu'elle soit apparue en Égypte. Est-ce que l'astrologie... À mon avis, il y a eu au départ une proto-astrologie ou une pré-astrologie qui est une astrologie solaire. L'astrologie solaire, c'est pas de l'astrologie. L'astrologie des saisons, c'est pas de l'astrologie. Je donne quelque chose à boire? Non, merci, ça va. Un fruit peut-être. Oui, un jus de fruits aussi. Non, un fruit, vous avez peut-être des fruits. Tu fais des fruits? Moi, je suis fruit, moi. Ah bon, d'accord. Je suis un grand mangeur de fruits. Ah, vous êtes comme mon copain. Dr Thompson. De l'expérience qu'a représenté pour vous la rencontre avec Monsieur Sissaoui et avec l'INAD. Et avec le monde des voyants, et qu'est-ce que c'était? Parce que c'est à ce moment-là, c'est comme ce cadre-là qu'on s'est rencontrés quand même. Vous l'avez vu écrit là. Je l'ai même mis par écrit. Je l'ai même mis par écrit. Alors vous savez, si vous n'aurez pas à chercher. Non, mais je préfère que ça vienne directement de vous. Parce non, que... c'est-à-dire que voilà, j'ai toujours été, comme je vous l'ai dit, en tant qu'Africain, je me suis toujours posé le problème de la voyance, déjà en Afrique. Et j'ai eu des voyants très... je me rappelle, hein, l'un de ceux qui m'avait le plus impressionné, c'est un marabout, ami de papa, et avec lequel je voyageais en quittant à l'âge de 14 ans. J'ai fait le certificat d'études au Togo ici. Et j'allais au Ghana pour faire l'anglais. Ah oui. Et j'étais dans le train avec ce marabout qui m'aimait beaucoup. Et qui m'a dit, ben, je vais te faire une chose, tirer le chapelet, il me donne ce chapelet, couper, une chose, prends une graine, je prends la graine, ah, tu sais que tu n'es pas chez toi ici. Ton pays est au-delà des mers. J'avais 14 ans, bas du pied et tout le reste. Déjà, en ce moment-là, vous vous rendez compte? Ton pays se trouve au-delà des mers. Et effectivement, depuis 14 ans, je suis retourné en Afrique juste en vacances pour mon père. Pérégrination, voyage, études, bourse pour mes études. Je finis avec une bourse du Cameroun. Je reçois une bourse de l'Amérique, du Fulbright, pour être aux États-Unis. C'est comme ça que j'ai été faire mon stage interné à Honolulu, Hawaï. Vous vous rendez compte? Et qui m'avait déjà dit, j'ai dit, mais c'est ce monsieur qui ne me connaissait pas, comment se fait-il? Oui. Alors c'est pour vous dire que c'était quelque chose quand même qui m'a beaucoup impressionné. Et non, j'ai été très intéressé par savoir, bon, il y a quelque chose là. Oui, donc moi, la question que je posais, c'était quelles sont les leçons de l'expérience que vous avez avec l'Institut national des arts divinatoires? Des arts divinatoires, l'expérience que j'ai eue, c'est-à-dire que moi j'étais son conseil médical, et quand il avait des problèmes, le plus souvent, il me faisait évaluer un peu l'état mental de ceux qui posaient le problème, et je crois que ça allait aussi avec ça un peu, parce que ça veut dire que, bon, tous ceux qui posaient ces problèmes, le plus souvent, avaient des problèmes mentaux aussi, hein. Vous avez les hystériques, vous avez ceux qui ont les paranoïaques, vous savez qui sont les obsessionnels, et tous les qui veulent avoir une certaine confirmation, vous voyez, une certaine confirmation dans ce que les autres... donc, mon expérience... Non, je le vois toujours, on vient de déjeuner là. Hein. Ah, très bien, très bien. Ah non, je viens de déjeuner avec lui. Quand est-ce que c'est? Le mardi dernier? Bon, pas mardi, je crois vendredi, on a déjeuné ensemble. Je continue toujours avec lui. Vous pensez quelle était la vocation? Nous, on l'a interviewé pour la télévision. Quelle était la vocation de l'INAD? Il a voulu un peu, son dernier papier, je l'ai quelque part là, qui veut mettre un peu de la probité. Oui, voilà, c'est ça. Dans la pratique de ce terme, mais c'est pas possible, puisque vous savez bien au niveau de la médecine, même malgré le conseil de l'ordre, nous avons les charlatans, tout ce qui atteint les appâts, la vénalité. Le conseil de l'ordre n'est pas arrivé à être impuissant. Pas du tout, pas du tout. Il est impuissant, mais enfin, il peut les accueillir. Le conseil de l'ordre, bon, quand quelque chose vient à eux, bon, ils le remettent
droit, et puis c'est tout, hein, quand il y a des plaintes qui leur arrivent, mais elles ne sont pas arrivées à... Je vois par exemple dans un domaine assez particulier qui est le mien, qui est la psychiatrie, et surtout la psychanalyse. Oui. Oui. Tout est possible. Des gens qui se font psychanalystes et qui n'ont jamais su ce que c'est que la psychanalyse, et qui veulent la psychanalyser, qui poussent les gens au suicide. Ou encore d'autres qui font du n'importe quoi. Et surtout quand on dit qu'il ne faut pas intervenir. Non, moi je ne suis pas non interventionniste. Quand je suis avec mes malades, je fais toujours du tête-à-tête, je ne fais jamais le malade allongé. Même s'il me le demande, je dis non, je préfère vous avoir... Ça fatigue beaucoup plus, hein. Ça fatigue beaucoup. Moi, actuellement, bon, Ben oui. quelques rares heures que j'ai, bon, c'est à 70 € quand même l'heure. Oui. Mais ceux qui sont de ma classe, catégorie, c'est 100 €. Ils prennent 50 € la demi-heure. Je crois que vous êtes abusif. Mais moi, je ne suis pas abusif du tout. Et je me prends 2 ou 3 malades, et puis c'est tout. Hein. Je ne peux pas faire plus. Hein. Oui. De masse, hein. Je me prends quand même quelques-uns. J'ai de bons résultats. Et même mieux. Oui. Actuellement, je suis à Lomé. J'enseigne au grand séminaire. Oui, vous m'avez dit ça tout à l'heure. Ressemble d'ailleurs, avec lequel j'ai des interviews privées, parce que chaque fois que je finis mes cours, ils me suivent pour me poser des questions. Oui. Alors je dis, bon, écoutez, maintenant, je vais vous donner un petit créneau, je viens et je vous reçois individuellement. Oui. Et en les recevant individuellement, je suis le problème de masturbation, relation avec les filles, etc. Je les reçois individuellement aussi, et en quelques mots, bon, je redresse un peu le... Vous les voyez tous les 300? Non. Quand même Ceux pas. qui demandent. Oui. À la demande. Non, pas tous les 300. Ceux qui demandent une vingtaine, j'arrive, je prends 10, et puis le reste une autre fois, etc. Je ne parle pas tout. Ils m'attendent encore. Faire un peu mon retour. Oui, j'imagine, oui, effectivement. Plutôt que je fasse les choses. Donc, je crois que je suis ami avec Sissaoui parce que les motifs de son INAD m'intéressent et en tant que conseiller médical là-dedans, et que je veux dénoncer cette femme, c'est une psychotique. Vous n'avez pas quand même Dieu pour avoir résoudre son problème. Vous êtes une paranoïaque, vous êtes une obsessionnelle, ou des choses comme ça. Je peux l'éclairer là-dessus pour qu'elle puisse savoir quoi faire. Oui, surtout quand elle commence à faire des problèmes. Oui, oui, effectivement. D'ailleurs, à ce propos, vous savez qu'un des reproches que fait M. Sissaoui à beaucoup de ses praticiens, c'est quand il propose des moyens d'éviter certaines choses. Nous n'en sommes pas venus là, justement. Il va falloir qu'on en parle aussi. Voilà. Que ce qu'on voit, que les devins voient dans la destinée, dans leur voyance, dans leur chose, et que vous voyez aussi en astrologie. Oui. Que vous avez dire que certains sont à éviter. Oui, on peut. On peut recommander aux gens. Ne mangez pas trop. Faites un peu d'exercice, dormez mieux, et puis fréquentez moins les femmes, buvez moins, ou quelque chose comme ça. C'est ce rôle psychologique que moi je donne dans cette voyance, et que vos écoutes, parfois, ou parfois assez souvent d'ailleurs, quand c'est fait honnêtement, donnent quand même, redresse le malade et le réconcilie avec son être. Voilà. Vous procédez aussi à une certaine guérison. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais effectivement, c'est vrai que quand on conseille bon, c'est vrai qu'effectivement, bon, M. Sissaoui m'a évoqué ces cas de personnes qui annonçaient des choses assez terribles, et puis après, ils se faisaient payer pour éviter, soi-disant, que ces choses arrivent. Non, parce que ce sont des gens, le plus souvent, quand ils annoncent des choses terribles. Vous savez, chez le guérisseur, revenons en Afrique maintenant. Le Bokono, c'est-à-dire le devin, il voit ce qui va arriver. De deux choses l'une. Et j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup d'amis avec lesquels je travaille, et ils disent, vous savez, il y a ceci qui va vous arriver. On peut
paraît d'une certaine façon dans le comportement que vous aurez envers la situation. Donc, et l'autre, ils disent, j'ai vu ceci, une maladie très grave, pas de sacrifice, ne me le demandez pas, je ne peux pas le faire. Sacrifice, oui. Ou, j'ai vu quelque chose qui nécessite des sacrifices. Justement, je viens de lire un texte là, de son Excellence Monseigneur Robert Sartre, et c'est marqué « Comme un sacrifice du soir, je t'offre toute ma vie ». Donc ce sacrifice du soir, c'est très africain apparemment. J'ai écrit un livre sur lui. Qu'est-ce que c'est que le sacrifice du soir? Le sacrifice du soir, pour nous, le soir, c'est le crépuscule de la vie. C'est l'âge avancé, le soir. Quand tout a été fait dans la journée, le soir est un moment important, comme le matin aussi d'ailleurs, mais dans un autre sens, le soir résume ce qui a été fait dans la journée. Et c'est quand tout ce qu'on a fait dans la journée est terminé, maintenant le soir, on fait le bilan. C'est ce bilan qui est le sacrifice. D'accord. Le bilan accepté, rejeté ou contesté, c'est ça le sacrifice. Le monsieur Sartre était mon chose, il était ami et frère, j'ai été son médecin pendant 40 ans. En pleine cathédrale, le cardinal de Cantine avait dit... oui. On va lui faire cet honneur. Ah oui, c'est un vrai honneur que vous faites là. Mieux que ça, il a été célébré à la cathédrale là, à Madeleine les 10 ans de sa mort. Et des gens qui ont été ses admirateurs ont fait une plaquette. Ouais, d'accord. Une plaquette qui est vraiment... voilà. Oui, il avait une plaquette. 1926. Vous voyez tout. Oui, il a 74 ans. Oui, 74 ans, j'avais un an de plus que lui. Moi, D'accord. j'avais 85. D'accord. Je suis né en 1925. Ouais. Donc vous avez maintenant... Oui, bah, il est mort il y a déjà un certain temps. Il y a 10 ans. Oui. Il y a 10 ans. Donc effectivement, la question qui se posait, c'était qu'est-ce qu'on peut faire quand quelque chose se présente. Bon, moi je répondrais que moi je suis un spécialiste des cycles. Donc effectivement, ce qui peut être angoissant pour quelqu'un dont la vie est cyclique, c'est qu'il ne comprend pas exactement ce cycle. Il ne comprend pas qu'il y a des phases et des étapes, et que s'il veut par exemple retrouver un état qu'il a connu, il dit pourquoi je n'ai plus cet état. Parce que vous savez, quand on est les gens qui sont au sommet, c'est un peu le contraire des gens qui sont malades. Les gens qui sont malades, ils essayent d'éviter de retomber dans la maladie, et ceux qui sont au sommet, ils aimeraient bien retrouver l'état qu'ils avaient avant. Voyez-vous ? Donc c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, le malade, lui, il veut éviter de retomber malade. Mais celui qui a eu des très hautes fonctions, de très hautes responsabilités, et qui ne les a plus, il voudrait les retrouver, ces responsabilités. Vous voyez, donc le malade, il est dans la fuite de la maladie, et celui qui a eu la chance d'aller très haut, il voudrait y revenir, et il souffre de ne pas y revenir. Il souffre que cet état, où par exemple les gens l'écoutaient, où il avait beaucoup de monde autour de lui, il voudrait que cet état revienne. Donc nous avons donc effectivement deux populations, deux clientèles très différentes. Celui qui voudrait revenir à quelque chose qui était pour lui très, très favorable, et celui qui voudrait surtout ne pas retomber dans quelque chose qui lui était pénible. Donc ce sont deux obligations opposées. Je souscris absolument à cela parce que j'ai écrit un article sur le comportement politique, quoi. Oui. Que les politiques croient ferme comme... Vous parliez du général de Gaulle tout à l'heure, effectivement. Crois que le fait d'être devant un aéropage, oui, c'est aussi le problème des artistes. Oui. Qui ne vivent que dans le regard des autres. Oui. Qui ne peuvent pas vivre, nous y revenons, qui n'arrivent pas à vivre eux-mêmes
leur propre vie, car leur intérieur n'a pas été structuré pour produire les éléments nécessaires pour meubler le temps vide, de telle façon qu'ils sont obligés d'être toujours dans le regard des autres. Et les politiciens sont de ceux-là. Que c'est quand ils sont sur les planches, en train de pérorer, quand ils voient Aubry, en train de pérorer, quand ils voient François Hollande, ou encore d'autres encore en train de parler devant, sans oublier notre petit Sarkozy, qui sont enflés par ceux qui les regardent, et dès que les regardent n'est plus là, ils ne sont plus. Oui. Et ils recherchent ça comme une intoxication. Ça devient une toxicomanie pour eux, intoxiqués par le regard public. C'est-à-dire que ceci nous démontre encore que l'essentiel, c'est de nous structurer nous-mêmes d'abord. Ceci n'empêche pas d'aller vers l'autre. Ceci parce que ce que nous aurons eu en nous-mêmes, tiens, je parle encore plus de la dualité, qui est une que je viens d'écrire, que je viens d'écrire sur la dualité, en disant dans le regard de l'homme nous existons. Dès qu'il n'est pas là, ça reste la même chose. Vous avez un jugement un peu sévère sur les artistes et sur les hommes politiques. Moi, personnellement, je me sens assez proche, même personnellement, de cette population. C'est vrai qu'effectivement, bon, vous savez, le regard de l'autre, oui, mais d'une part, ils ont une énergie, ils reçoivent une énergie, il faut bien qu'ils la dépensent. Enfin, ils reçoivent quelque chose, ils reçoivent quelque chose, une espèce de message, je dirais même, une espèce de stimulus qui les amène à se propulser. C'est un peu comme Jeanne d'Arc qui tout d'un coup a envie de faire des choses importantes. Il y a des moments comme ça où il y a une pulsion à aller vers les autres et à les rencontrer et à avoir une action sur eux et à les rassembler. Bon. Cette capacité, elle n'est pas permanente. Bon. Donc, si moi, un leader vient me voir en disant, voilà, maintenant je suis dans la traversée du désert, on ne m'écoute plus, on ne fait plus attention à moi, je suis très malheureux à cause de ça. Qu'est-ce que je lui répondrais? Je lui répondrais que ça va revenir. Parce que tout ce qui est cyclique revient. Donc, je lui dirais, voilà, dans 2 ans, dans 3 ans, vous allez voir, les choses vont revenir et vous allez avoir une nouvelle occasion de vous faire entendre. Bon, alors, c'est pas qu'ils sont... leur malaise vient du fait qu'effectivement, leur vie est marquée par des cycles qui sont assez longs. Parce que beaucoup de gens vivent sur des cycles courts, voyez-vous, Monsieur Johnson. Qui me dites-vous? Les gens vivent sur des... On le retrouve même, vous parlez du cycle, même le cycle mensuel. Oui, mais même la journée. Vous disiez tout à l'heure le sacrifice du soir, ben c'est la journée. Bon, il y a des gens, ils ont l'énergie pour aller du matin au soir. Et le soir, la nuit, ils se rechargent. Bon. Alors, plus les gens vivent des cycles longs, plus le moment de se recharger est repoussé. Vous prenez un avion, tout à l'heure vous disiez que vous avez beaucoup voyagé, ben, un avion qui fait 100 km, il n'est pas construit de la même manière qu'un avion qui en fait 10 000. Hein? Il faut qu'il ait une puissance, qu'il ait une capacité de carburant, une envergure qui n'est pas la même. Donc il y a des gens qui sont des petits, qui voyagent, ce qu'on appelle d'ailleurs en astrologie, vous savez, les petits voyages et les grands voyages. Donc la maison 3, la maison 9 en astrologie. Donc les personnes qui sont faites pour des petits voyages, ils se rechargent rapidement. Leur inquiétude, elle est de courte durée. Hein, il y a une journée qui s'est mal passée, bon, ben, le lendemain ça va bien s'arranger. Pour d'autres personnes qui ont des cycles plus longs, ben, c'est des années parfois qu'il faut attendre. Et donc là, l'astrologue, il est extrêmement précieux. C'est le cycle aussi de la fertilité de la femme. Les femmes qui ont des enfants tous les 2 ans, d'autres tous les 2 ans et demi, etc. Oui. Mais ça, ce sont des cycles, il y a des cycles donc effectivement qui sont plus ou moins longs. Et quand quelqu'un dépend d'un cycle long, il a des problèmes psychologiques qui ne sont pas les mêmes que quelqu'un qui dépend d'un cycle court. Et il doit être donc guidé autrement, parce que, autrement, comme vous parlez de suicide, ben effectivement, quelqu'un qui a un cycle long a plus peut-être tendance à se suicider que quelqu'un qui a un cycle court. Parce que le cycle court, ça veut dire qu'il se recharge rapidement et fréquemment.
Donc le moment de latence, le moment d'attente, il est relativement bref. Pour le cycle long, la personne peut se dire, ça c'était le passé, jamais je ne retrouverai cet état-là, jamais je ne retrouverai cette exaltation-là, jamais je n'aurai cette influence-là. Donc ma vie ne s'intéresse plus. Et c'est à la fois que je veux dire, écoutez, puisque mathématiquement, puisque à telle époque vous avez été marqué par ce cycle, eh bien, dans quelques années, le même cycle va vous réapporter ce que vous aviez à ce moment-là. Donc à ce moment-là, ça lui permet d'attendre, d'espérer quelque chose, de retrouver ce potentiel, ce moment d'illumination, ce moment où il est un peu comme ça. Parce que, pour moi, je vais peut-être vous dire une chose qui va peut-être vous choquer, mais vous savez, vous connaissez l'histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands. Bon. Les Normands sont arrivés en Angleterre au XIe siècle, donc il y a à peu près 1000 ans, et ils ont imposé leur aristocratie sur la population locale, saxonne, etc. Donc, c'est l'arrivée d'une caste étrangère qui prend le pouvoir sur la population locale. Eh bien, pour moi, l'astrologie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une caste particulière qui s'est approprié les secrets du cosmos, parce que vous savez que c'est des secrets au départ, c'est comment fonctionnent les planètes, tout ça, c'était un savoir très secret, et qui exerce son pouvoir sur la population locale. Le problème, c'est que ce pouvoir, elle ne le possède qu'à certains moments, au moment où la configuration se fait. Et quand la configuration ne se fait plus, elle perd ce pouvoir. Et à ce moment-là, le pouvoir revient à la population d'en bas. Et donc, constamment, il y a une dualité. Soit c'est le groupe d'en haut qui domine et la population d'en bas qui suit, soit c'est la population d'en bas qui, en quelque sorte d'ailleurs, reçoit cette énergie d'en haut et la reflète, comme la Lune reflète le Soleil. Donc en fin de compte, cette population d'en bas, elle ne trouve sa puissance que parce qu'elle a reçu les rayons des gens d'en haut. Alors quand ces gens d'en haut ont arrêté de rayonner, cette puissance, elle est au niveau de la population en bas. Mais cette puissance des gens d'en bas, elle va également s'épuiser. Et à ce moment-là, ils vont avoir besoin à nouveau de faire appel à des personnages solaires. Donc il y a une espèce de rapport Soleil-Lune, et donc il y a des lois qui sont très importantes, pas au niveau actuel, qui sont importantes pour l'humanité tout entière. C'est pour ça que l'astrologie, ça ne peut pas rester dans les cabinets, ça ne peut pas rester dans une marginalité. Elle doit, sous une forme épurée, sous une forme repensée, elle doit être à nouveau un savoir qui soit connu de tous, en fait. Et qu'est-ce que vous faites pour ça? Eh bien, justement, Monsieur Johnson, j'ai proposé, justement, bon, il faut la nettoyer, il faut la toiletter, comme on dit pour les chiens. Voilà. Il faut la toiletter, il faut déjà mettre à part l'astropathologie, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire cette astrologie qui s'adresse à des personnes qui sont dans une individualité souffrante, parce que comme tout à l'heure on disait que la maladie nous individualise, qui est d'ailleurs une tentation, n'est-ce pas? Il faut bien comprendre que la maladie est une tentation aussi. La maladie, c'est aussi une façon de dire je souffre qu'on ne fasse pas attention à moi. C'est bien connu ça en psychiatrie de certaine manière que les gens font des bêtises, comme on dit. L'enfant fait des bêtises parce qu'on ne s'intéresse pas assez à lui. Donc chaque fois qu'on fait des bêtises, mais une maladie c'est aussi une bêtise. En fait, c'est une façon de le suicide aussi est une façon de se faire attention, qu'on fasse attention à vous. C'est un signal, on essaie de... Bon, donc, effectivement. Alors, d'ailleurs, il y a une question d'ailleurs qui est intéressante à ce sujet, c'est pourquoi les gens deviennent astrologues. Et une des raisons pour lesquelles ils deviennent astrologues, c'est aussi pour qu'on fasse attention à ce qu'ils ont à dire.
Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué ce phénomène qui est valable non pas seulement pour l'astrologie, mais pour toutes sortes d'engagements religieux ou de sectes, etc. Les gens, tout d'un coup, se rendent intéressants parce qu'ils ont des choses à transmettre, parce qu'ils ont un savoir à communiquer. Donc, ce sont des personnes qui souffraient parfois de qu'on ne faisait pas attention à eux, qu'on n'écoutait pas ce qu'ils avaient à dire, et tout d'un coup, ils acquièrent un pouvoir, on fait attention à ce qu'ils ont à dire. Moi, j'ai souvent rencontré des personnes comme ça, assez insignifiantes, et puis un beau jour, on apprend qu'elles sont entrées dans une école, une secte, etc. Et alors tout d'un coup, elles rayonnent, on les écoute, etc. Donc ça, il faut faire attention aussi à ce phénomène-là. Et aussi, il y a aussi ces personnes qui deviennent astrologues parce que elles ne comprennent pas, elles ne gèrent pas bien leurs relations avec leur entourage, et elles imaginent que grâce à l'astrologie ou grâce à autre chose, elles vont enfin comprendre, à la fois elles vont se comprendre et comprendre les autres, et donc si vous voulez, c'est comme un aveugle qui tout d'un coup retrouverait la vue. Dans beaucoup de cas, l'apprentissage de l'astrologie ressemble, sur un plan psychique, à quelqu'un qui a une sorte de cécité psychique, et il espère, par l'acquisition de certaines connaissances, retrouver la vue. D'ailleurs, le mot voyant, c'est quelqu'un qui voit. Donc, malvoyant, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Donc, être voyant, ça peut parfois, si je suis voyant naturellement, bon, d'accord, mais si c'est par l'astrologie que je deviens voyant, pas dans le sens de voyant, quelqu'un qui voit les choses, vous voyez bien que l'astrologie apparaît comme une sorte de technique pour pallier un déficit, pour pallier un manque. Et à ce moment-là, c'est très intéressant de comprendre. Ça n'est plus la question du client de l'astrologue, c'est la question de l'élève en astrologie. Les gens qui veulent suivre des cours, qui veulent apprendre, c'est parce que, d'une certaine manière, ils veulent s'approprier une technique, une béquille, une prothèse éventuellement, qui leur permettra de voir ce que les autres voient et qu'eux ne voient pas. Ce qu'on oublie trop souvent, c'est ce que j'appelle, c'est l'idée de rattraper le peloton. On croit souvent que les gens qui veulent apprendre l'astrologie, c'est pour qu'ils aient quelque chose de plus que les autres. Moi je dis non, c'est pour qu'ils aient la même chose